Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur RMC Story. Heureux de vous retrouver en direct pour les GG, pour les grandes gueules. Comme tous les jours, de 9h à midi, nous sommes ensemble. Avec aujourd'hui Étienne Liebig, éducateur. Bonjour mon cher Étienne. Bonjour à toutes les auditrices. Nous sommes avec Marianne Soubré, avocate. Bonjour maître. Bonjour à tous. Et puis Maxime Liédo, étudiant en histoire et de la partie aussi aujourd'hui. Bonjour mon cher Maxime. Tout à l'heure, on a fait grande gueule du jour, ces maires qui prennent des arrêtés municipaux pour éviter que les gens, quand ils sortent de la plage, ne se promènent dans le centre-ville, torse nu ou en maillot de bain. Et on monte jusqu'à 60 € d'amende. Bon, est-ce que, franchement, les amendes, c'est pas un peu exagéré ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout appel au civisme est sanctionné d'une amende. 3216 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. Tout à l'heure, ça se passe à Royan, ça se passe à Trouville, ça se passe à Arcachon, ça se passe à Ajaccio, ça se passe au Sable d'Olonne. C'est pour dire. Venez nous en parler. 3216 rmc.fr. Tenue correcte exigée, sachant que ces arrêtés municipaux sont illégaux. Hein. Bah oui. On peut les contester et on peut dire, écoutez, je sors de la plage, je reste là 50 mètres, 100 mètres, torse nu en ville et j'emmerde personne. On en parlera tout à l'heure à 10h. 10h-20, le monde de Macron. Qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules ? Un suicide qui fait scandale aux États-Unis. Un milliardaire, il s'appelle Jeffrey Epstein. 2 secrétaires d'État qui demandent une enquête en France. Jeffrey Epstein, le prédateur qui était peut-être à la tête d'un réseau de prostitution mais pédophile. 3216 rmc.fr, on en parle dans les GG. RMC, à la une des grandes gueules. Si des victimes se manifestent en disant qu'elles ont été victimes en France de cet individu ou d'autres individus de son entourage, il y aura lieu effectivement à une enquête judiciaire en France. Si les faits ont été commis à l'étranger sur des victimes de nationalité française, la justice peut avoir compétence pour poursuivre ces faits-là, à la condition que les victimes déposent plainte. Et voilà le scandale qui alimente les rumeurs des deux côtés de l'Atlantique. Bon, bien sûr, surtout aux États-Unis, parce que Jeffrey Epstein était une personnalité américaine, un milliardaire, prof de maths venu d'un milieu modeste, qui s'était hissé dans les hautes sphères de la société grâce à son intelligence. 500 millions de dollars de fortune personnelle. Il côtoyait tous les grands des États-Unis, des présidents, des chefs d'entreprise connus, des acteurs, que ce soit dans le camp républicain ou dans le camp démocrate. D'ailleurs, les photos qui font jaser et la vidéo qui fait surtout jaser, c'est celle où on le voit il y a quelques années avec Donald Trump. Mais seulement Jeffrey Epstein a été laissé seul dans sa cellule alors qu'il devait être sous surveillance toutes les demi-heures. Nous aurons des comptes à rendre, c'est ce que dit le ministre de la Justice américain. Il a donc été retrouvé suicidé. Il s'est suicidé dans sa cellule de New York. En fait, ce qui intéresse la France, c'est qu'il a été arrêté le 6 juillet, inculpé à New York à sa descente d'avion en provenance de France. Il est accusé d'avoir organisé de 2002 à 2005 un réseau constitué de dizaines de jeunes filles, dont certaines collégiennes, avec lesquelles il avait des rapports sexuels dans ses nombreuses propriétés, essentiellement à Manhattan, et puis en Floride, où on parle, dans la propriété de Floride, notamment de la maison de la pédophilie. En France, 2 secrétaires d'État demandent l'ouverture d'une enquête. Est-ce qu'on est à l'aube d'une affaire, d'un vrai scandale, avec un réseau de prostitution, un réseau pédophile ? D'ailleurs, les 2 ministres, Marlène Schiappa et Adrien Taquet, là je me tourne vers l'avocate, ont été recadrés par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. À tort ou à raison ? À raison, absolument à raison. Enfin, je veux dire, là, on s'est retrouvé dans un truc où tu as 2 secrétaires d'État qui n'ont, alors bon, ok, droit des femmes, etc., mais qui sont passés par-dessus la chancellerie, sans même interroger la chancellerie, en disant nous voulons absolument qu'il y ait l'ouverture d'une enquête, etc. Mais en réalité, en France, il y a des règles. On entendait tout à l'heure le président de l'Union syndicale des magistrats. C'est tout simple. Donc, la chancellerie Elles peuvent exprimer un désir quand même, ces 2 ministres. Oui, mais ça part de la justice et la ouais. chancellerie a répondu. Ils ont interrogé le parquet de Paris qui aujourd'hui lui-même est en train de chercher s'il y aurait éventuellement des éléments qui pourraient engager des poursuites. Parce qu'en réalité, on n'a rien pour le moment. On a un courrier d'innocence en danger qui a été adressé. Innocence en danger, c'est donc une association protection de l'enfance qui dit qu'ils auraient été informés par les avocats d'Epstein, les avocats américains, qu'il y aurait éventuellement des victimes françaises, que dans les carnets d'Epstein, on aurait trouvé des noms de personnalités françaises ou des numéros de téléphone français. Voilà, ils disent que peut-être, éventuellement, il y aurait des victimes. Ce qui est évident,
Ce qui est évident, c'est qu'il faut qu'il y ait une plainte avant toute chose pour des faits. Si ça a été commis en France, il faut qu'on ait des éléments, il n'y a pas nécessairement besoin d'une plainte. Si ce sont des faits contre des victimes françaises mais commis à l'étranger, il faut une plainte préalable. Aujourd'hui, le parquet de Paris, ils ont été en fait court-circuités. Ils disent nous on n'en sait rien, on va voir s'il y a quelque chose. Mais c'est pas anormal quand même, il n'influence pas la justice. C'est pas anormal qu'on ait deux secrétaires d'État, si tu veux, en charge de l'égalité femmes-hommes ou de la jeunesse, s'interrogent. C'est tout ce qu'ils font. Oui, mais ils ne sont pas garde des Sceaux. C'était quand même plus simple d'appeler le garde des Sceaux et de demander éventuellement une communication officielle du garde des Sceaux. Pourquoi tout d'un coup, ils se mettent à parler à sa place? Franchement, moi je trouve que c'est exagéré. Moi d'abord, le premier truc qui m'a surpris, c'est qu'on se rend compte que tant de gens étaient au courant que le bateau, l'avion, on l'appelait l'avion pédophile. Et alors donc maintenant on s'aperçoit que tout le monde était au courant et que personne ne disait rien, que c'était une espèce d'institution d'une forme de prostitution de très jeunes filles, puisque ça peut aller jusqu'à 12 ans. Oui, il y aurait une jeune fille de 12 ans qui aurait été abusée. Là, je dois dire que ça me rappelle tout à fait l'hypocrisie qui entoure Harvey Weinstein, qu'il y a autour de la pédophilie, du tourisme sexuel pédophile, par exemple. Oui, quand on sait très bien qu'il y a des pays dans lesquels il y a du tourisme sexuel pédophile, les Français et les Allemands sont d'ailleurs les premiers clients, a priori, pour le nombre de gens qui se font attraper. Là aussi, il y a une espèce de de flou, c'est-à-dire on le sait, quand quelqu'un porte plainte... Mais on le sait, mais comme c'est le pouvoir, les hautes sphères... Alors là, évidemment, ça peut alimenter toutes les théories du complot possible. Ça touche la très haute société américaine. Écoute, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on parle de plusieurs centaines de gamins et de gamines qui sont dans cette affaire. Donc, j'imagine que s'il y a plusieurs centaines, que c'est un réseau avec des tas de gamines qui sont payées pour se prostituer, donc des gamines... Pour égayer les soirées, quoi. Voilà. Elles ne sont pas payées, elles sont vendues. Tu vois ce que je veux dire. Elles sont payées. Mais il y a aussi des jeunes filles prostituées. Mais sont des gamines. Oui, mais c'est des gamines. D'accord. Je dis pas qu'elles sont consentantes. Je dis qu'on leur donne du fric contre des services sexuels. Apparemment, il y avait c'est-à-dire que Jeffrey Epstein, il avait sa collaboratrice, Mademoiselle Maxwell, qui était sa rabatteuse, en fait, si j'ai bien compris. Son ex-femme. Sa copine, sa compagne, qui se chargeait de lui trouver des jeunes filles, de démarcher. Et ça a l'air d'être un marché. Donc on peut imaginer effectivement qu'il n'est pas qu'américain. Aux États-Unis, pour ceux qui peuvent regarder des chaînes américaines, c'est le scandale. 100% des chaînes. C'est un scandale énorme. Donc c'est ce qui me fait dire dont on essaie de trouver les ramifications internationales maintenant. Je ne suis pas sûr que la mort d'Epstein soit... c'est un suicide ou pas? Ou on l'a suicidé? À la limite, ça m'étonnerait. Pour moi, c'est un suicide parce qu'en réalité, sa mort ne va pas servir tellement les gens ses complices. Parce que, en fait, au contraire, c'est en train de devenir une affaire d'État et les Américains ont ce pouvoir, on l'a vu dans le passé, que quand quelque chose devient une affaire d'État qui est récupérée par le public, en général, ça va jusqu'au bout. Mais pourquoi tu dis une affaire d'État? C'est pas parce que tu connais... Parce qu'il y a des chefs d'État. Il y a des gens qui sont... Mais c'est pas parce que tu les connaissais qu'ils étaient forcément impliqués. Oui, justement, à partir du moment... Attention, parce que là, quand tu vois, depuis que le scandale a éclaté, qu'en plus on dit maintenant, regardez, il faisait des allers-retours en France, il avait peut-être un carnet d'adresses, on est dans les supputations, on n'est pas dans les preuves. Tout à fait. Pas parce que toi tu connaissais quelqu'un, tu te fais prendre en photo avec quelqu'un. D'ailleurs, Donald Trump, même Bill Clinton, on dit écoutez, nous on a fait des soirées avec lui dans ces villas qui étaient des soirées caritatives, il y avait du monde, on s'amusait bien, il y avait effectivement de jolies femmes, mais on n'a pas été témoin ni acteur de ce fameux réseau. Je dis pas qu'ils sont acteurs, je dis juste que à partir du moment où dans les carnets d'adresses il y a des personnalités dont le président et d'anciens présidents, automatiquement ça devient une affaire d'État, même si ces gens-là sont pas directement impliqués dans les affaires de pédophilie, donc ça le devient. Et puis donc on peut imaginer qu'il y a un réseau international et je pense que la France va faire, s'il y a d'autres pays qui sont mêlés comme les autres pays, c'est-à-dire qu'il va falloir enquêter, parce que s'il y a des enfants... Oui, mais tu ne peux enquêter qu'à partir du moment où il y a une plainte. Si tu n'as pas de plainte, tu ne peux pas enquêter. Tu ne peux pas enquêter sur des allégations, si tu veux. C'est ça le problème. Il y a autre chose, c'est que l'action publique en France s'éteint automatiquement à la mort de la personne. Donc on ne peut pas enquêter contre Epstein. Par contre, s'il y a un réseau, effectivement, donc il faudra s'intéresser aux ramifications. Et à toutes les personnalités qui gravitent encore autour de lui, savoir ce qu'il en est. Monsieur Maxime Niédo. Déjà, je trouve qu'il y a toujours quelque chose, lorsqu'on découvre ce genre d'affaires, d'assez gerbant.
dans le fait que ce soit toujours le même type de personne blindée de fric qui, en gros, pour s'amuser un peu, utilise la prostitution, bref, la vente. Bon, je trouve qu'il y a quelque chose déjà toujours d'assez gerbant. Ensuite, il y a autre chose qui est en train de me choquer, c'est qu'il y a plusieurs journalistes américaines ou correspondantes qui s'amusent maintenant à détailler la liste qu'on aurait éventuellement trouvée dans les carnets qu'il entretenait des contacts. Et je trouve qu'on recommence à faire un peu comme Balance ton porc ou d'autres affaires un peu médiatiques, c'est-à-dire qu'on condamne d'ores et déjà des gens qui sont soupçonnés uniquement simplement parce qu'il y a leur nom. On est en train de rendre une justice sur les réseaux sociaux et on est en train de condamner des gens uniquement sur des rumeurs. Donc, dans quelques temps, si ça continue, dès qu'on va se prendre en photo ou sous prétexte qu'on aura déjà rencontré, parlé à telle personne, on va se faire prendre en place publique parce qu'il a trempé dans une affaire plus que louche ou grave. Et ça, je trouve que ça commence à se faire très régulier. Je trouve ça flippant, grave et incontrôlable. Parce que à ce moment-là, à partir du moment où quelques followers, like, retweet une condamnation, retweet une photo, on est condamné. Donc je trouve ça grave. Et autre chose qui est quand même. Toi, tu veux pas verser dans le complot aujourd'hui en non, disant il a été suicidé parce qu'il gênait, parce qu'il connaissait du monde. On est dans une affaire totalement ricaine. Je veux dire, il y a que ça arrive. C'est-à-dire quelqu'un un peu milliardaire avec un peu d'argent qui se retrouve mêlé à des présidents. Enfin, ça fait déjà une série. Donc c'est assez fou. Et ensuite, une fois de plus, il faut surtout pas tomber dans ce genre d'affaires. Justement, en même temps, s'interroger, poser des questions, c'est pas tomber dans le complot, Maxime Niédo. Mais bien sûr que c'est là, on s'interroge pas. Déjà, on s'interroge pas, on accuse, on monte du doigt, on désigne sans savoir. Et ça, pardon de le dire, mais c'est gênant. Je veux dire, on retrouve le type suicidé, ou alors mort dans sa cellule, et d'ores et déjà, on dit, regardez, il est couvert par Donald Trump, il est couvert par son ministre de la Justice qui a mal fait son truc, il est couvert parce que Bill Clinton le connaissait, il connaissait ci, il connaissait ça. Wow, le FBI ce matin a à peine perquisitionné. On ne sait rien concrètement sur ça. Je vois des correspondants sur Twitter qui informent déjà de un grand avocat parisien en 2015 dans les carnets. Mais on n'en sait rien. Ouais. Attendez, on est en train de refaire ça. Ensuite, Marlène Schiappa, elle est dans son rôle, mais enfin, il y a une justice. Dans son rôle, oui, mais j'allais te dire, elle est dans justice, je veux dire. Mais ça me rappelle quand elle accusait personne. Elle s'est interrogée la ministre. Attendez. Marlène Schiappa, elle a simplement posé une question. Il y a des règles. Il y a des règles en France. Je veux dire, excuse-moi de te couper ma reine. Rappelle-toi lors de l'affaire Jonathan Daval, elle était arrivée sur tous les plateaux, c'est un féminicide. Non, ça n'existe pas le féminicide, d'accord ? C'est un homicide. Juridiquement, pardon de le dire juridiquement, médiatiquement, ça a un impact, c'est très bien. Moi-même, j'utilise le terme, mais juridiquement, ça ne tient pas debout. On peut pas se permettre de vouloir faire avancer ça juridiquement parlant en employant des moyens qui ne sont pas légaux. Alors attends, Étienne, Maxime, Marianne, avant de continuer notre discussion, nous sommes avec Maître Marie Grimaud, justement, qui est avocate de l'association Innocence en danger, pour bien essayer de comprendre. Bonjour Maître Grimaud, merci d'être avec nous. Vous nous expliquez, vous avez fait une première alerte ou un premier signalement à partir de la fin de juillet. Sur quelle base, Maître Grimaud, alors, en France ? Alors, il faut savoir que l'ONG Innocence en danger a un bureau aux États-Unis et le système américain, j'écoutais la conversation sur votre plateau, le système américain est très différent du système français. C'est-à-dire que les enquêteurs américains ont pour coutume de déclassifier et de publier un certain nombre de documents issus de leurs enquêtes pour les révéler au grand public et à faire comme ça des grandes vagues d'appels à témoins. C'est quelque chose qui peut choquer depuis la France, mais qui est plutôt habituel aux États-Unis. Comme les États-Unis ont l'habitude de mandater un certain nombre d'ONG pour prendre le relais sur le terrain auprès des éventuels témoins et victimes. Ce n'est pas notre système, mais il existe. Sur la base de ces documents qui ont été déclassifiés et sur les partenariats qui existent entre le FBI et notre bureau américain, un certain nombre d'informations nous avaient été communiquées avant d'être relayées au niveau de la presse. Et ce sont ces informations-là qui ont été communiquées au niveau du parquet. Maintenant, un signalement, c'est tout simplement porté à la connaissance du procureur de la République de Paris, qui est aujourd'hui compétent en la matière, des informations. Et justement, pour éviter tout fantasme, toute thèse complotiste, etc., nous demandons l'ouverture d'une enquête préliminaire pour tout simplement avancer et participer à cette recherche de la vérité. Le problème de notre système actuel et du parquet parisien, c'est qu'ils ont pour coutume de garder le silence, de ne pas réagir et de mettre des mois, voire des années à répondre à un signalement. Aujourd'hui, pour calmer tout ce qui est en train de se passer, il faut que le procureur de la République prenne la parole. Il y a quand même des indices suffisamment graves et concordants
pour amener à l'ouverture. Il y a ces fameux carnets, il y a actuellement des auditions qui ont été faites aux États-Unis en français auprès de personnes de nationalité française. Il y a des jeunes filles, donc, c'est ça. Des jeunes filles. Voilà. Il y a des complices, en tout cas des présumés complices, qui sont également de nationalité française et franco-britannique. Ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel. Alors maintenant qu'on ait tout un débat sur le complot, sur la justice de médias et la justice de réseau, c'est finalement diluer cette affaire dans une forme de psychologie de comptoir qui n'a pas lieu d'être en la matière. Pardon. Les réseaux existent. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller au-delà de M. Epstein. Des mineurs, en tout cas sur le territoire américain, et ça a été avéré puisqu'il y a eu un PD coupable en 2008 de la part de M. Epstein. Donc des victimes avérées ont été reconnues. Et après, il y a une notion de logique dans la personnalité de M. Epstein. Enfin, il serait quand même bien hypocrite de dire que M. Epstein commettrait des délits ou des crimes sur le territoire américain, et parce qu'il prendrait l'avion pour venir séjourner en France, ce séjour ne serait que de tout repos, et cette personnalité-là ne s'exprimerait pas sur le territoire français. Maître Grimaud, vous restez avec nous. Question de votre consoeur, Maître Marie-Anne Soubré, dans un instant. Pardonnez-moi, je vous coupe. On reprend notre discussion dans un instant. L'affaire Epstein, effectivement, a-t-elle des ramifications en France? Est-ce que c'est un vrai réseau? Et aujourd'hui, on essaie de cacher la vérité parce qu'elle peut être gênante. 3216 rmc.fr, continue d'en parler dans les GG, dans les grandes gueules avec Maxime, Étienne et Marianne. Les GG, les grandes gueules RMC Story, on parle de l'affaire Epstein, l'Amérique face à son démon. C'était le titre de nos confrères de Libération hier, et Le Monde y ont consacré de longs papiers justement à cette enquête aujourd'hui, ce scandale qui ébranle le pays et qui va peut-être trouver des ramifications en France, puisque Epstein possédait un très bel appartement, un immeuble même, dit-on, à Paris, près de la place de l'Étoile. Il faisait des allers-retours, ça lui arrivait avec son jet privé entre la France et les États-Unis. Il y a des victimes françaises qui ont été entendues, ce que nous dit Maître Grimaud, avocat de l'association Innocence en danger. Il faut que le procureur aujourd'hui se saisisse de l'affaire. Maître Soubré, donc, qui voulait interroger Maître Grimaud. Oui, bonjour. En fait, dans votre courrier, de ce que j'en ai lu dans les journaux, puisque j'ai pas vu votre courrier, il semblerait qu'effectivement vous avez donné des éléments. Ces éléments, et vous dites vous-même que ça peut faire l'objet effectivement de l'ouverture d'une enquête préliminaire. Mais vous savez comme moi que d'abord, le système américain, et vous l'avez très bien rappelé, n'est pas le même que le système français, mais le temps des médias et le temps de la justice n'est pas le même. Aujourd'hui, il est évident, à mon avis, et vous avez pourtant l'air de dire l'inverse, mais je pense que le parquet de Paris est en train de vérifier vos informations. C'est ce qu'ils ont dit au Monde. Et d'ailleurs, oui, je crois qu'ils ont déjà communiqué par rapport à ça. Ils sont en train de vérifier vos informations. Donc, je trouve que à la fois votre prise de position, même si je l'entends, parce que en plus vous représentez une association très importante, mais celle de Marlène Schiappa me semble totalement prématurée aujourd'hui, puisque Maître Grimaud, le parquet enquête, et vous le savez. Alors, j'ai appris que le parquet enquêtait hier, à vrai dire, lorsque l'un de vos collègues journalistes a appelé le parquet pour savoir ce qu'il en était. Et cela va faire quasiment 3 semaines que je n'ai eu aucune nouvelle de la part du procureur, ni une seule réponse au signalement qui a été donné. Donc, est-ce que ils enquêtent, je dirais, depuis hier face à la vague médiatique ou pas? Je n'en sais rien. Ce que je sais surtout, c'est que cette affaire, elle n'est pas nouvelle. Elle a quand même éclaté au début du mois de juillet. Des éléments ont été transmis dans la presse depuis le début du mois de juillet. Mais vous, c'est fin juillet que vous avez alerté. Non, parce que moi, il me faut un peu de temps, consoeur, pour rédiger et vérifier un certain nombre d'éléments. C'est ça. Maintenant, la moindre des choses, c'est que lorsque vous déposez une plainte ou lorsque vous rédigez un signalement, c'est à minima de répondre à l'interlocuteur sur le parfait traitement de cette plainte ou du signalement. Le parquet de Paris a quand même malheureusement pour habitude, et c'est pas le premier signalement que l'association fait, la durée moyenne de traitement d'un signalement transmis par l'association, par le parquet de Paris, c'est 1 an. Donc vous doutez bien que, vu cette durée moyenne, j'avais quelques inquiétudes sur ce qui allait être traité ou pas. Maintenant, sur la prise de parole de Mme Schiappa, c'est pour le coup une totale coïncidence que la lettre ouverte ait été faite en même temps que le communiqué de presse de Mme Schiappa. Je suis d'accord avec votre intervention. Ce n'était pas sa place que de demander l'ouverture d'une enquête, parce que ça vient confondre les rôles et les fonctions des uns et des autres. Il y a quand même un principe d'indépendance, et moi je regrette
dans ce type d'affaires, que certains membres du gouvernement s'en emparent de manière bien opportune, dans une forme de faire-valoir médiatique et militantisme. C'est la place, moi, d'avocat d'association, que de pousser un coup de gueule ou d'alerter. C'est le rôle s'il y a des enfants qui ont été... Je dirais de travailler, pourquoi pas de prendre la parole en disant ça peut interroger, faisons une équipe de travail sur une ligne ouverte par exemple. Il n'existe pas en France de ligne ouverte proprement à parler pour tout témoignage ou toute déposition de victimes qui serait relayée auprès des instances judiciaires. C'est quelque chose qui existe aux États-Unis, qui pourrait très bien exister en France. Donc voilà, les prises de parole malheureuses ne font que encombrer le débat qui est déjà bien chargé. Merci Maître Grimaud, merci d'avoir été avec nous. Moi je trouve que si il y a des enfants français, mais il faut des appels à témoins. Le fait que l'histoire éclate, mais je trouve ça va peut-être permettre de libérer la parole. Tomber sur le dos de Taquet et Schiappa. Je trouve que si tu as cette responsabilité quand même, notamment de la responsabilité de l'enfance, et que tu apprends qu'il y a peut-être des mineures françaises qui sont mêlées à une affaire d'ampleur de prostitution de mineurs, le moins que tu puisses faire, t'appelles le garde des Sceaux. C'est le même gouvernement. Tu peux aussi dire, tu peux le dire publiquement, de manière à ce que tu veux, que ça, c'est pas une injonction, si tu veux. Voilà. C'est pas eux qu'on dit, c'est pas. Moi, j'aimerais bien savoir juste la question qui va porter plainte alors. Alors attendez, nous sommes avec. Ils ont pas forcément besoin, si effectivement des éléments prouvent que les faits ont été commis en France. Si le parquet trouve qu'il y a des éléments suffisants dans le courrier qui a été fait par Maître Grimaud, à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement besoin d'une plainte si les faits ont été commis en France. Dans cette affaire, au-delà du scandale qui éclate aux États-Unis, du relais qu'il y a sur les réseaux sociaux, le fait que tu aies deux secrétaires d'État simplement qui émettent l'idée, qui émettent l'hypothèse, qui disent ce serait bien qu'il y ait l'ouverture d'une enquête, ça interpelle, ça permet d'en parler. Et puis peut-être que certains qui ont été au service, si tu veux, ou je ne sais pas, ou qui ont croisé ou qui sont allés dans des soirées de Jeffrey Epstein, pourront à ce moment-là dire écoutez, voilà, moi j'ai quelque chose à vous dire, je fais un courrier au procureur ou voilà quoi. C'est l'important, c'est ça, c'est ce que ça déclenche derrière. Attends, nous sommes avec Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, Patrice? Moi, je voudrais poser deux questions. Sachant que Epstein était suicidaire, est-ce que tout n'aurait pas été fait pour qu'il se suicide? Et la deuxième question, c'est pourquoi Trump a été-il si prompt à se défendre dans cette affaire, sachant que Epstein connaissait Trump et vice-versa? Et qu'il connaissait aussi Bill Clinton. Je ne suis pas devin, mais alors déjà sur la protection suicide, c'est très étonnant, mais il semblerait en fait, il y a eu une première tentative et il semblerait que la protection suicide ait été levée à la demande de l'avocat d'Epstein. Le 29 juillet. Mais par contre, il y a un truc et qu'il y avait des dysfonctionnements dans cette prison. Il y a un truc sur lequel quand même on peut s'interroger parce qu'en principe, des personnes qui de toute façon ont été à un moment donné en protection suicide, ils n'ont pas des draps suffisamment solides pour pouvoir faire une corde. Donc là, à moins qu'il ait tressé, à moins que parce que c'est des trucs qui normalement se déchirent. Mais ça sera l'enquête du FBI. Sur le reste, Trump, pourquoi est-ce qu'il est si prompt à se défendre? C'est parce que son nom est sorti. Je veux dire, là, c'est tout bête. C'est parce que là, comme ami de Einstein. Et il est sorti comme personne ayant fréquenté des soirées, lui-même disant qu'elles sont caritatives. C'est un milliardaire. Aux États-Unis, tous les milliardaires se connaissent entre eux, se voient dans toutes les soirées, mais c'est pas parce que tu vois Clinton ou Trump dans une soirée que pour autant tu fais des orgies avec lui. Voilà. Donc la pédophilie, c'est quand même. Attendez, excusez-moi, mais la pédophilie, c'est quand même quelque chose de heureusement rare et qui est quand même une grande pathologie. Donc c'est pas parce que on participe à une soirée. Alors peut-être qu'après on peut dire effectivement c'est étrange de participer à des soirées où il y a des gamines où on est témoin de plus ou moins choses et ne rien dire sous prétexte qu'on est dans une soirée. Mais allez-y Patrice. Pédophilie, c'est quand même pas tout le monde. Allez-y Patrice. Sachant que Epstein était un pédophile, pourquoi et il se savait depuis des années. Oui, alors moi c'est ce que j'ai dit. Attention. Oui, allez, pardon Patrice. Avec vous, attends une seconde, j'ai pas entendu la fin de votre phrase. Pardon, allez-y.
Je disais, sachant que Epstein était un pédophile avéré depuis des années, voire des dizaines d'années, pourquoi Trump et compagnie ont-ils continué à le fréquenter? C'est vrai. Je sais pas, moi, je sais pas parce que c'est 2008 la condamnation, il me semble. Et après, est-ce qu'ils l'ont revu, fréquenté, tout ça, j'en sais rien. On appelait sa maison la maison. Mais oui, parce qu'après il y a quelque chose après les années 2000, il avait multiplié. Tu sais, aux États-Unis, t'as la rédemption. Tu as fauté, tu vas te faire soigner, tu purges ta peine, ou bien tu passes un accord avec les autorités, et puis derrière tu fais amende honorable en multipliant les opérations de philanthropie caritative. Tu te rachètes une conduite, quoi. Là-bas, on croit beaucoup à la rédemption. Il y a quelque chose. Et durant toutes ces années, si tu veux, certains se sont éloignés de lui, puis d'autres ont dit il a payé, il a passé un accord, il revient en grâce, et puis alors après il continue, quoi. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'assez aussi Maxime Yadeau, je trouve, dans tout ça, c'est justement, tu le disais, la condamnation qu'il a eue en 2008, justement, après les premiers faits, justement, constatés de pédophilie, etc. C'est quand même un accord où finalement, il a fait à peine 13 mois de prison sur je sais plus combien d'années requises, et c'est surtout que il a été permis, ou il a été autorisé pendant 6 jours sur 7, finalement, à aller travailler. C'est-à-dire que ça n'a rien changé dans sa vie. Il a été condamné, et on a justement l'impression, et cette idée en permanence qui revient. C'est ça, mais il y a quelque chose d'un peu gênant à savoir et à réaliser que quelqu'un, voilà, qui avait de l'argent, qui avait du pouvoir, a pu continuer librement à travailler et à faire ses affaires pendant 6 mois, alors qu'il était condamné. Ce qui est gênant, c'est qu'on s'aperçoit maintenant que, en gros, tout le monde était au courant, et surtout dans les sphères influentes de l'État, tout le monde était au courant, parce qu'on appelait pourquoi ça est-ce qu'on le laissait faire, c'est ça, et qu'on laissait faire. Justement, alors la part évangéliste du pardon, où on voit les mecs se baptiser des born again, qui après une grande faute qu'ils ont commise arrivent et disent ça y est, maintenant Dieu m'a accordé la rédemption, j'ai changé. Deux choses à dissocier. Le tout, et aujourd'hui c'est pour ça que l'enquête sera importante, et est importante, y compris dans la ramification en France. C'est-à-dire que lui c'est un pervers, d'accord ? Et puis visiblement il organisait des soirées même tout seul, avec des massages. Il avait un cahier des charges où il demandait « je veux des jeunes filles de tel âge », puisqu'il y a même des employés de maison qui ont raconté ou qui ont témoigné sous serment avec des objets sexuels, en disant « voilà ce qui se passait, on nettoyait les objets sexuels après ». Il y avait même des jeunes filles qui étaient en pleurs, et puis elles repartaient, elles touchaient de l'argent. Voilà ce qui se passait. Donc ça. Ensuite, c'est les soirées festives qu'il organisait, où il y avait peut-être effectivement aussi de très jolies femmes, où tout le monde buvait, tout le monde passait un bon moment. Est-ce que ça, dans les témoignages qu'il y aura, il y avait des pratiques illégales, si tu veux, parce que tu peux très bien organiser des soirées entre adultes consentants, où il se passe ce qui doit se passer, mais où il n'y a pas de mineurs, il n'y a rien d'illégal. Et ça, peut-être que les soirées qu'il organisait, les voyages en jet privé, ça c'est l'enquête aussi qui devra déterminer. Mais tu vois, si c'était illégal. Et ensuite, ce que nous disait Madame Grimaud, Maître Grimaud, c'est-à-dire les témoignages des Françaises qu'il y a eu, qui ont été recueillis aux États-Unis. Est-ce que ce qui se passait en France, est-ce qu'il les emmenait, les allers-retours entre Paris et les États-Unis, il y avait des mineurs? Est-ce qu'on abusait de mineurs ici? Est-ce qu'il y avait des prostituées mineures qui se passaient en France? Il y a trois volets différents, parce que Epstein, il coche toutes les cases pour les complotistes. Tu comprends? Il est lié à la finance, il est lié au pouvoir démocrate ou républicain, il est mort en prison, suicidé. Ensuite, il était aussi juif. Tu coches toutes les cases pour alimenter le complot. Il y a quelque chose que tu dis très bien, même s'il y a trois volets indistingués, il y a quand même quelque chose. Il faut pas faire l'amalgame. Non, mais bien sûr que non, mais c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste qu'il y a quand même quelque chose d'assez répugnant à constater quand même en permanence. Ça, c'est toujours la même chose. Genre, j'ai l'impression que l'affaire Epstein, c'est quelque chose qu'on redécouvre, mais qui s'est déjà passé. C'est-à-dire le type, voilà, un peu lié à la politique, qui abuse de jeunes filles que que tout le monde connaissait, mais que tout le monde couvrait. Surtout, il y a quelque chose de très gênant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on revoit ça. Regarde ce qui s'est passé avec Harvey Weinstein, etc. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on est toujours dans l'idée que les gens qui ont du pognon, liés au pouvoir, utilisent ça justement pour des soirées gerbantes. Oui, mais au bout d'un moment, c'est pénible parce que tout le monde le sait, tout le monde se couvre, et même si évidemment il y a une enquête, etc., on tombe toujours à peu près dans la même idée, dans le même format. Sur le complot, la façon.
toutes les vannes sont ouvertes sur le complot judéo-maçonnique. Ça, il suffit de regarder un peu les commentaires sur tous les articles. Les gens se lâchent sur des propos antisémites ou tout de suite ou venir dire c'est les francs-maçons qui se couvrent entre eux, etc. Ça, c'est odieux, c'est insupportable. Donc, je tenais à le dire quand même. Et puis, je voudrais te rappeler aussi, Maxime, parce que tu penses que la pédophilie, comme le disait très bien Étienne, la pédophilie est une maladie monstrueuse et déviante. C'est très peu de gens. Mais ça n'est pas que les gens de pouvoir. Ou trop où il y avait des vraies victimes. Non, laisse-moi terminer. Ou trop où il y avait des vraies victimes. Oui. C'est la tour du renard. C'est-à-dire que c'est si tu veux, le plus bas de l'échelle sociale. Angers, où il y a eu à Angers des réseaux pédophiles, c'est la même chose. Donc les réseaux pédophiles... Attention que Outreau, il y a eu un acquittement collectif. Non, mais attends, laisse-moi... Outreau, il y a eu un acquittement collectif, mais il y avait de vraies victimes. Et il n'y a pas eu un acquittement collectif sur les parents. Donc c'était un réseau pédophile organisé par les parents qui ont été condamnés pour ça. Donc, voilà. Je veux juste préciser quand même que je ne remets pas en cause tout ce que tu dis. Je dis juste que c'est quand même toujours... C'est pas que chez les riches. Mais non, mais je dis pas du tout que c'est une affaire de riches. Je dis juste que quand ça se passe là, on découvre que le même schéma. Il y a quand même une sorte de protection et d'environnement comme ça. Mais t'as la même loi du silence dans les réseaux pédophiles. Oui, ce que je veux te dire, mais je ne nie pas ça. Je dis que c'est toujours, il y a quand même un sentiment toujours de découverte et vraiment comme de sécurisation autour de gens du pouvoir où on a l'impression que c'est fermer les vannes. Et ensuite, ce que tu disais par rapport au test du complotiste, ce qui commence à me gêner réellement, c'est qu'on recommence à utiliser cette affaire qui est quand même juste gravissime pour du militantisme. C'est-à-dire qu'on va employer la cause féministe, la cause des missions de Trump, et on utilise déjà ça, on utilise le terme politico-médiatique. Mais avant tout, c'est quand même une affaire judiciaire qui se doit de retrouver tous les gens, là en l'occurrence de pouvoir, qui abusaient de ces petites filles. Et là, on tourne ça justement en militantisme pour faire démissionner ou pour acter telle et telle décision. C'est dégueulasse. Maxime Yeddo, Étienne Liebig, Marianne Soubré. Dans un instant, le monde de Macron. Restez avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.